Bon, eh bien, bonsoir et bienvenue pour cette rentrée des classes où on vous propose justement cette conférence INSEM sur une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, qui va être le biohacking. Donc, on va avoir Laurent qui va avoir le plaisir de nous présenter cette thématique. Donc, simplement, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, INSEM, on est un centre de formation dans le développement personnel qui est basé à Troyes dans Champagne-Ardenne, nos pays du Champagne. Si vous avez l'occasion de passer, passez. Mais voilà, on vous propose des formations orientées sur la programmation neurolinguistique, sur l'hypnose, la pensée stratégique avec le mind mapping, la cohérence cardiaque et tout un tas d'autres sujets qui sont passionnants. Donc, on aura l'occasion d'en discuter avec vous au besoin. Voilà, on va également se présenter, nous aussi, parce qu'on va co-animer cette conférence avec Laurent. Donc, pour ma part, je suis Pierre Lejus, donc je suis le directeur général de INSEM et je suis également coach en développement personnel. Et je vais aussi laisser ma collaboratrice se présenter. Bonsoir à tous, je suis Géraldine Lejus, donc je suis co-directrice de INSEM et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour cette belle conférence. Voilà. Bien, alors on va pouvoir commencer cette conférence et on a le plaisir d'accueillir Laurent. Donc Laurent qui est docteur en sciences et spécialiste du biohacking. On va le laisser se présenter. Juste avant, j'aimerais juste m'assurer, est-ce que vous voyez bien la personne qui prend la parole à l'écran? Parce que j'ai l'impression que l'écran, il est figé sur une seule personne. Non, apparemment c'est bon, Guillaume dit que c'est bon. Apparemment, c'est bon, d'accord, parce que moi, je suis figé sur une personne. Bien, tout est OK, super. Eh bien, Laurent, merci de ta présence ce soir. Laurent qui est de Belgique, donc la Belgique est avec nous ce soir. Il va nous envoyer tout le soleil belge, tout l'humour belge également, et je vais te laisser te présenter, Laurent. Ok, ben merci Pierre, merci Géraldine. Donc d'abord, je suis très très heureux d'être parmi vous ce soir. Donc un énorme merci pour l'invitation. Donc comme on l'a dit, voilà, je viens de Belgique, la région liégeoise. Donc voilà, parfois mon accent me trahit, mais bon, normalement vous devriez pouvoir me comprendre. Donc voilà, Pierre m'a un peu présenté. Donc c'est un peu comme les chats. J'ai eu plusieurs vies. J'ai eu une vie en tant que scientifique, biochimiste, docteur en sciences. J'ai travaillé une bonne vingtaine d'années dans différents environnements de recherche et développement. Université, biotech, multinationale, hôpital. Dans la multinationale, j'ai aussi fait de la gestion de sous-traitants stratégiques au niveau international, ce qui était assez sympa de connecter un peu toutes les disciplines et faire différentes entreprises. Et puis, j'ai eu une vie plus dédiée justement au corps, à l'esprit, au développement personnel. Donc, karaté, j'ai démarré le karaté quand j'avais à peu près 13 ans. J'ai eu un peu des périodes d'interruption, mais dans l'ensemble, ça fait quand même pas mal d'années. Je fais de l'entraînement fonctionnel aussi. Et donc, j'ai fait différentes formations dans différents secteurs du coaching, à la fois dans le fitness, à la fois dans le coaching classique. Moi, je suis très fan de Tony Robbins notamment. Et puis là aussi en programmation neurolinguistique. Et c'est dans ce parcours que j'ai eu le plaisir de rencontrer notamment Pierre et Géraldine, mais je vois aussi les copains comme Guillaume et Aline. Donc voilà, un ensemble de choses et c'est vraiment ce que j'adore faire, c'est connecter les différentes disciplines pour amener des solutions à des problèmes qui sont parfois complexes. Et donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, des aspects à la fois théoriques mais aussi pratiques, parce que finalement, ce que j'aime dire maintenant, c'est que pour moi, le biohacking, c'est le chemin le plus court entre la science de la santé et la vie réelle. Parce que le système dans lequel on vit a plutôt tendance à passer par des intermédiaires qui vont être les soins de santé, etc., qui ont certains intérêts, c'est clair, mais pas que, ou par des multinationales, ou des boîtes pharma qui ont des intérêts, mais pas que. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Ouais, donc pour nous, là, merci Laurent. Et pour nous, l'intérêt, c'était aussi, voilà, on vous a proposé plusieurs conférences sur différentes thématiques. Et c'est vrai que le développement personnel, on est souvent sur des choses qui sont peut-être intangibles ou qui révèlent un petit peu du psychique, de l'état d'esprit, du mindset, des habitudes, des choses qui ne sont pas forcément tangibles et toujours concrètes pour certaines personnes. Et là, justement, l'idée, c'était d'apporter tout ce côté un petit peu plus scientifique, couplé justement avec cette intelligence émotionnelle, couplé ces différents types d'intelligence pour que tous les rationnels qui ont besoin du mental, ils puissent être nourris, ils puissent y trouver leur compte, qu'on puisse enfin leur apporter un petit peu plus de choses scientifiques
Laurent, ça tombe bien, c'est son domaine. Il a goûté à la fois au scientifique, à la fois au côté développement personnel par le mindset, l'état d'esprit. Et vous allez voir en fin de compte que tout ce qu'on a pu voir dans les différentes conférences, dans les différentes vidéos, dans les partages qu'on a pu faire, même dans les formations, ben là, vous allez avoir aussi une base scientifique. Hein, le biohacking, c'est des choses que l'on retrouve aussi dans nos formations par l'attitude, par ce qu'on transmet et ce qu'on conseille. Et Laurent, il va se faire plaisir de nous partager ça. Bien, alors Laurent, je viens de te nommer co-animateur, donc tu vas pouvoir partager ton petit PowerPoint. Super, merci pour la présentation. Écoutez, je vais d'abord vous proposer de démarrer par goûter le biohacking, par quelques petites minutes de recentrage. Donc, je vais vous demander là, de rester bien assis. Alors, je sais qu'il y a une personne qui conduit, donc là, vous êtes dispensé de l'exercice. Vous pouvez le refaire par après. Donc, vraiment, ici, l'idée, ça va être d'avoir déjà une belle érection, de vraiment bien tenir le buste bien droit. Donc, on va centrer le bassin et vraiment chercher sur une inspiration à s'autograndir. Vraiment comme si on étirait le buste vers le haut. Voilà, donc c'est l'idée vraiment sur l'inspiration, je monte et sur l'expire, je ne redescends pas. Comme ça, avec différentes inspirations, on va vraiment allonger la musculature du dos et la renforcer en même temps, ce qui est vraiment intéressant. Voilà. En même temps, on va installer une respiration de type cohérence cardiaque. Donc, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc, je vais faire, j'ai un petit truc magique. Alors, les plus habiles en technologie, ils ont la petite boule qui monte tout seul, mais ici, je vais le faire manuellement. Donc, c'est vraiment de dire, tiens, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on expire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, continuez à avoir la respiration pendant que je dis au niveau des exercices. Dans la cohérence cardiaque, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment à regarder la masterclass que Géraldine et Pierre ont faite avec David Ohar, qui est vraiment un spécialiste de la méthode. C'est super intéressant parce qu'en quelques minutes, on peut vraiment rééquilibrer les deux branches du système nerveux, le frein et l'accélérateur, et les bénéfices se font ressentir pendant 3-4 heures après. Donc, c'est pour ça que j'aime bien commencer mes interventions par ça. Au moins, vous repartez avec ce bien-être. Donc là, toujours avec cet autograndissement, on travaille sur la posture, parce que le biohacking, c'est aussi l'idée d'ajouter des petits ingrédients pour maximiser finalement l'impact, les effets bénéfiques qu'on peut avoir en peu de temps. Ok, maintenant, vous pouvez aussi positionner vos mains au niveau des basses côtes. Voilà. Et ici, sur l'inspiration, on va vraiment écarter les côtes comme si on jouait de l'accordéon. Et puis sur l'expire, on resserre. Voilà. Et donc voilà, on continue vraiment ces respirations. Donc avec toujours l'autograndissement. Alors pourquoi cet exercice est intéressant? Parce qu'en fait, la plupart des échanges gazeux au niveau des poumons se font dans la partie inférieure. Et donc le fait vraiment de mobiliser beaucoup plus la région abdominale va favoriser ces échanges. Et en plus, ça permet un peu de mieux travailler, donner un peu de mobilité au niveau du diaphragme, qui est un muscle super important au niveau de la respiration, mais qui a tendance à être un peu contracturé quand on passe trop de temps assis ou avec le stress, etc. Et donc voilà, c'est une respiration qu'on retrouve en pilates notamment. Voilà. Et puis alors quand on expire et quand on resserre, ben là on travaille le transverse, qui est une musculature qui fait vraiment le tour de la taille. Donc du coup, ça va aider à avoir aussi une taille un peu plus fine. Alors parfois, certains font gonfler le ventre vers l'avant. Moi, j'aime pas trop parce que c'est pas nécessairement l'idée. Mais je trouve que voilà, quand on a vraiment ce travail d'accordéon, ben voilà, ça donne de l'amplitude. Ça soulage un peu aussi les muscles du bas du dos. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut faire discrètement, personne ne le remarque. Encore quelques minutes pour bien avoir les bénéfices. Donc, alors, si on veut encore ajouter un petit détail, on peut aussi, sur l'expiration, contracter légèrement le périnée. Donc, le périnée, c'est le petit parachute qu'on retrouve juste en bas, qui soutient les organes. Okay, c'est aussi le stop pipi, stop popo. Comme on dit, c'est ce qu'on active quand on veut se retenir. Pour nous, les hommes, ça a aussi un petit rôle de remonte zézette. Donc, ça peut aussi être intéressant. Et en fait, le périnée, c'est vraiment comme quand vous démarrez votre voiture. Donc, c'est-à-dire, on l'enclenche et puis il se relâche parce qu'on ne sait pas le contracter tout le temps. On n'a pas toujours envie que la zézette soit non plus toujours en l'air. Donc, c'est vraiment l'idée. On inspire, on s'autograndit, on écarte les côtes. On expire, on engage le périnée et on resserre la musculature. Quelques minutes.
Et puis alors maintenant, une fois qu'on est bien à l'aise avec toutes ces petites techniques, on peut en plus imaginer sur l'inspiration qu'on va avoir le cœur qui prend ici un peu plus d'amplitude. On peut éventuellement voir une lumière blanche aussi qui va remplir le corps progressivement. Et puis sur l'expire qui rediminue. Et vraiment sur l'inspiration, on va imaginer qu'on a vraiment cette lumière qui se densifie et qui prend vraiment l'espace dans le corps tout entier. Que le cœur, en fait, a un champ magnétique qui est beaucoup, beaucoup plus important que le cerveau. Et c'est aussi intéressant quand on travaille, comme Pierre en parlait, c'est vraiment l'approche holistique. On est beaucoup dans le mental et ça a plein d'avantages. Mais aussi, voilà, se recentrer sur le cœur, se recentrer sur le corps. La colonne vertébrale, parce que vous savez que la colonne vertébrale, c'est de là que partent tous les nerfs qui irriguent tous les organes. Ben, pareil, si vous les comprimez, à un moment donné, ça fonctionne moins bien. Donc, vraiment, retravailler cet autograndissement, c'est super important, puisque en temps normal, on a la gravité qui a tendance à nous écraser un peu, plus les postures où on a tendance à voilà, se courber vers l'avant. Donc, voilà, c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire quand vous êtes assis, quand vous faites la file, enfin, n'importe quoi, quand vous faites la cuisine. C'est voilà, des petites choses qui ne prennent pas de temps supplémentaire, mais qui permettent vraiment d'être bien. Voilà. Alors, bon, maintenant qu'on est physiologiquement bien, je vais partager mon écran. Donc, en attendant que Laurent partage son écran, je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas, enfin, je vous invite même à les mettre dans le chat pour qu'on puisse lui faire remonter et y répondre. Et en tout cas, vous voyez, super intéressant, comme quoi tout ne se passe pas dans la tête, mais on est un être humain, on a une tête qui est posée sur un corps. Et la respiration, c'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle, non consciente, mais de le ramener consciemment, on peut changer aussi sa chimie interne et on peut changer ses états. Et je pense que Laurent va continuer d'en parler, mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose de très simple. Comme j'aime le dire, c'est de la bonne, c'est gratuit et c'est naturel. Donc, en tout cas, à consommer sans modération. Voilà, exactement. Et donc, ben voilà, on vous parle de biohacking. Alors, qu'est-ce que le biohacking? Ben pour moi, c'est reprendre le contrôle de son esprit, de son corps, de son style de vie, de son environnement, pour vivre mieux, plus longtemps et à son plein potentiel, en combinant le meilleur de la sagesse ancestrale et de la science moderne. C'est-à-dire que c'est une approche qui est en fait non dogmatique, qui est ouverte, qui va aller chercher tout ce qui fonctionne. Et donc, on va avoir des choses comme la respiration, le contact avec la nature, des choses qui sont naturelles, qui sont gratuites, qui sont faciles. Et puis en même temps, on va aller aussi chercher des choses plus technologiques, plus scientifiques, plus poussées, qui parfois coûtent un peu plus cher. Mais c'est vraiment l'idée d'aller combiner tout cela. Et donc, finalement, le biohacking, c'est valable à la fois pour, j'ai envie de dire, monsieur et madame tout le monde. C'est valable aussi pour les entrepreneurs qui veulent être au meilleur de leur énergie. C'est valable pour les sportifs. Enfin, c'est vraiment valable pour tout le monde. Parce que si vous voulez, moi, quand on parle de santé, de performance, pour moi, c'est une forme de continuum. Et donc, si vous voulez, on a quelque part, on peut avoir, je vais dire, la maladie, puis on va avoir la santé, puis quand on pousse un peu, on a la performance. Et si on pousse la performance trop loin, quelque part, on peut revenir à la maladie avec des formes de blessures, etc. Et donc, le tout, c'est de pouvoir arriver à bouger son curseur pour rester en pleine santé et en même temps, voilà, pouvoir être performant sans tomber dans la blessure et en s'éloignant de la maladie, sachant que ce que la majorité des gens considèrent aujourd'hui comme étant la santé, c'est-à-dire l'absence de maladie, ce n'est pas encore vraiment la santé. Voilà, il y a vraiment moyen d'aller un peu plus loin. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que je dis le biohacking, reprendre le contrôle? Eh bien, en fait, parce que quelque part, aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est globalement toxique. On a à la fois la sédentarité, parce que si vous voulez, si je veux prendre une métaphore, faire une comparaison, un corps qui ne bouge pas, c'est comme une mare qu'on peut retrouver en forêt. Et là, vous allez voir les algues qui sont autour. C'est moche, ça sent mauvais, c'est pas terrible. Alors qu'une rivière qui coule, vous allez voir, l'eau va directement être mieux oxygénée, plus limpide, c'est plus frais. Et bien, c'est un peu pareil pour notre corps. Il est fait pour bouger, notamment parce que c'est pendant que nous bougeons que la lymphe est drainée et qu'on élimine un petit peu mieux les toxines. Alors que si on passe beaucoup de temps assis, en fait, on accumule tout ça. Et voilà, c'est vraiment pas top. On a la malbouffe parce qu'aujourd'hui, avec l'émergence de tout ce qui est industriel, finalement, là, il y a pas mal de choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Pourquoi? Parce qu'au niveau industriel, il y a des objectifs, c'est de faire en sorte que la nourriture se garde le plus longtemps possible. Donc, on a des conservateurs, des préservatifs qui vont être, par exemple, des graisses transformées, beaucoup plus rigides, ou voilà, toutes sortes de conservateurs et des excès de sel, de sucre, etc.
Or, la digestion, c'est plutôt justement dégrader les aliments. Et donc, quelque part, si on ingère des aliments qui contiennent des choses qui empêchent la dégradation, ça perturbe la digestion. C'est pour ça qu'on a aussi toute une série d'émergences de problèmes digestifs avec des impacts ailleurs, puisqu'on sait notamment que 90% de la sérotonine, qui est l'hormone un peu de la relaxation, etc., est produite au niveau des intestins. Et donc, problème au niveau des intestins, ça peut causer par exemple des dépressions. On a tout ce qui est stress. Donc, stress, il y a deux types de stress. On va dire qu'il y a le bon stress qui est celui qui nous stimule à nous adapter, nous améliorer. C'est ce qu'on fait par exemple quand on fait du sport. On donne un stress à l'organisme et puis pour autant qu'on récupère suffisamment après, c'est bien. Par contre, quand le stress devient chronique, là, ça devient compliqué. C'est un peu comme si je prends ma tasse d'eau, là, je la tiens, c'est facile. Un petit stress. Si maintenant, je dois rester comme ça pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant une journée, vous allez voir que ça va devenir vachement moins agréable. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir un bon équilibre à ce niveau-là. La lumière artificielle, on n'en parle pas assez, mais la lumière des écrans, ça perturbe. C'est pour ça que j'ai mes lunettes de biohacker qui filtrent la lumière bleue que je porte en fin de journée quand je dois regarder des écrans. En général, j'évite, mais voilà, quand il y a une nécessité, c'est intéressant d'avoir ces lumières. Et aujourd'hui, on ne prend pas assez la lumière naturelle, parce que la lumière naturelle va permettre non seulement de resynchroniser notre rythme circadien, puisque vous savez qu'en matinée ou en soirée, on n'a pas les mêmes productions d'hormones. En matinée, c'est plutôt avoir l'énergie pour passer la journée, et le soir, c'est plutôt rediminuer pour pouvoir bien récupérer, puisqu'il y a toujours cet équilibre entre l'effort et le réconfort, si je puis dire. Et donc, par exemple, les personnes qui ont du mal à dormir, ça peut être intéressant de s'exposer à la lumière naturelle 5 minutes le matin, c'est très peu de temps, mais vraiment à l'extérieur, parce que les fenêtres, elles filtrent la lumière de facteur 50 à 70 fois, donc ce n'est pas efficace. Mais allez se mettre un peu dehors, vous allez voir que naturellement, vous allez vous rééquilibrer, vous allez mieux dormir. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tout ce qui est pollution, évidemment, ça, ce n'est pas non plus bon pour nous. Et puis parfois aussi, on a l'environnement de travail. Quand on regarde les résultats des dernières enquêtes Gallup, notamment, on voit qu'on a, en fonction des pays, en 10 et 15% des personnes qui se trouvent épanouies au travail. Donc, ça veut dire que le reste n'est pas trop. Et donc, il y a plein de raisons à ça. Parfois, un management un peu toxique, une perte de sens. Il y a plein de choses qui existent. Et donc, en fait, si on ne fait rien, quelque part, tout ça nous hack dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire ça nous pirate. Et j'ai presque envie de dire ça nous nique, parce que c'est vraiment des effets négatifs. Et c'est un peu, je pense, c'est le deuxième principe de thermodynamique qui dit que si on laisse un système à l'abandon, quelque part, il va toujours aller vers du désordre, vers une augmentation d'entropie, donc vers du bordel. C'est un peu comme si vous arrêtez de faire le ménage chez vous, à un moment donné, vous allez voir que tout va s'accumuler et que ça ne va pas vraiment être top. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui, voilà, que la plupart des maladies modernes sont vraiment dues à notre style de vie. Donc, quand je parle des maladies modernes, c'est vraiment les maladies chroniques comme cancer, diabète, dépression, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, etc. Donc, évidemment, des exceptions, les maladies génétiques ou parfois les traumatismes liés à des accidents. Mais l'essentiel des maladies chroniques, c'est vraiment lié au style de vie. Et donc, on peut en fait voir ça comme un arbre, ça qu'on appelle l'arbre des maladies, où les différentes maladies, ça va être les différentes branches de l'arbre. Donc, comme j'ai dit, différents types de cancers, diabète, asthme, les allergies, la dépression, toutes ces différentes choses. Et en fait, ces maladies, elles vont avoir des modes d'action qui vont être relativement similaires. Donc, on va souvent retrouver l'inflammation, on va souvent retrouver des stress oxydants et parfois des dysfonctionnements au niveau des organes, mais globalement, les modes d'action sont relativement similaires. Et en fait, tout ça vient de quoi? Des racines de l'arbre qui sont vraiment le style de vie. Donc, c'est ce que je vous ai cité au préalable, la nutrition, potentiellement le manque de sommeil, le manque de mouvement, le stress, etc. Et donc, l'idée, c'est de reprendre le contrôle de tout ça, c'est d'inverser la tendance. Comment? Alors, moi, ce que j'aime toujours expliquer en termes de hack aussi, c'est de dire que nous sommes vraiment soumis à de nombreux signaux qui vont déclencher des effets. Et c'est l'idée de reprendre le contrôle sur ces signaux. Donc, j'en ai cité quelques-uns. Par exemple, la lumière naturelle, c'est un signal. La lumière artificielle, c'en est un autre. En fonction du moment de la journée, l'effet va être différent. Donc, si je m'expose aux écrans, par exemple en matinée,
ça va être moins négatif pour moi que si je le fais en soirée. Pareil avec la nutrition. Si je bois un café à 10 heures, ça peut être bien parce que ça arrive au bon moment, ça va me booster. Si je bois le café avant d'aller dormir, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est comme ça. Et à un moment donné, tous ces effets peuvent s'accumuler ou se neutraliser. Enfin, bon, ça fait une grosse popote, mais ça commence à être intéressant voilà, quand on commence à comprendre un peu le fonctionnement du corps humain. Donc, c'est pour ça que dans biohacking, il y a bio pour biologie ou biochimie. Donc, on arrive à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et c'est ce dont j'ai envie de parler un petit peu plus aujourd'hui. Alors, quels sont pour moi les piliers du biohacking? Alors, le premier, c'est effectivement le mindset. On sait qu'il y a vraiment le pouvoir du mental, enfin de l'inconscient et du conscient, c'est vraiment super important. Donc là, je vous renvoie aussi à la masterclass que Pierre et Géraldine ont faite avec Michel Bosdiac et Nathalie de Marseille au niveau de la programmation neurolinguistique, parce que là, vous allez voir quelques astuces, notamment pour gérer les émotions. Parce que là aussi, c'est vraiment important d'avoir une bonne hygiène émotionnelle. Et on sait, comme on dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Il y a pas mal de maladies qui finalement émergent à cause de l'accumulation de certaines émotions, comme la colère, la tristesse, qui s'accumulent au cours du temps. Et voilà, et on sait dans la recherche, hier soir, je regardais un documentaire qui s'appelle Heal, qui est dispo sur Amazon Prime, où on interrogeait certains spécialistes de santé américains comme Joe Dispenza, Bruce Lipton, etc. Et c'est vrai qu'on rappelait que dans les études cliniques, on a souvent ce qu'on appelle l'effet placebo, où on peut avoir parfois entre 25 et jusqu'à 75% de personnes qui prennent finalement une pilule vide et qui guérissent. Donc, il y a vraiment ce pouvoir du mental qui est important. Ensuite, on va avoir ce que j'ai appelé la médecine fonctionnelle et holistique. Alors, la médecine fonctionnelle, ça, c'est une branche de la médecine qui existe aujourd'hui, mais qui a vraiment cet objectif de tout intégrer. C'est-à-dire qu'on va vraiment à la fois avoir des analyses sanguines, parfois des analyses d'urine, éventuellement des analyses de sel, des analyses qui vont être très, très poussées. Et en même temps, le médecin compare ça avec un questionnaire pour voir comment on se sent. Est-ce qu'on a de l'énergie le matin? Est-ce qu'on en a le soir? Est-ce que la libido est OK, etc. Enfin, voilà, est-ce qu'on a de la joie de vivre ou est-ce qu'on est plutôt triste? Et puis, le médecin fait aussi un examen clinique classique. Et en combinant tout ça, finalement, il peut voir là où il peut y avoir un peu des déséquilibres. Ça peut être hormonaux, ça peut être des vitamines, etc. Et donc, ça, c'est une approche que j'aime parce que voilà, dans le biohacking, comme je l'ai dit, on va avoir à la fois des aspects qui vont être plutôt travailler sur l'intuition, sur un peu le moins rationnel. Mais en même temps, c'est intéressant d'aller chercher aussi l'analytique, le scientifique et de vraiment combiner les deux. Et à un moment donné, quand on se pose la question de se dire, tiens, est-ce que finalement ce que je mange comble mes besoins ou pas, il faut pouvoir mesurer. Et donc, ces analyses scientifiques, c'est vraiment intéressant de pouvoir les faire. Alors, l'inconvénient aujourd'hui, c'est que ça a quand même un coût un peu plus élevé parce que les tests coûtent plus cher. Le médecin passe plus de temps avec nous, donc ça coûte plus cher. Moi, mon dernier rendez-vous, je suis resté 1h30 avec le médecin et je sais qu'il avait travaillé avant, il avait préparé parce qu'il est arrivé avec des petits graphiques où il avait comparé mes résultats avec mes résultats de la séance d'avant, etc. Et puis après, il y a tous les suppléments, etc., éventuels. Mais voilà, ça reste intéressant, surtout que si on veut pouvoir rester performant, s'éloigner des maladies, c'est intéressant de comprendre qu'à peu près 200 ans d'ici, ce qui n'est pas si loin à l'échelle de l'humanité, les gens mouraient vers 35-40 ans. Or, à ce moment-là, quelque part, leur biologie était encore au top. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit finalement plus longtemps, mais la biochimie ne suit pas. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette approche qui va être un peu anti-âge ou diminution de l'effet de l'âge, et notamment avec des substitutions parfois hormonales qui vont permettre à la fois de garder la forme et en même temps de s'éloigner ou de diminuer les risques de certaines maladies. Par exemple, pour nous les hommes, le cancer de la prostate, si on garde une optimisation des hormones, il y a très peu de chances, il y a beaucoup moins de chances de l'avoir que si on se laisse aller. C'est toujours un peu ce principe. Et donc ici, je vous montre un petit graphique qui est un peu de dire, tiens, ici on a en noir une ligne qui correspond à la population moyenne. Et donc en fait, on va voir que la santé va diminuer au fur et à mesure de l'âge et qu'on voit qu'on a un petit déclin à partir de 40 ans, qui décline jusqu'à 80. Par contre, si on arrive à prendre un peu mieux soin de soi, en combinant ces différents aspects du biohacking, on se rend compte en fait que la santé, elle se maintient
beaucoup plus longtemps et qu'on peut arriver jusqu'à 60, 70 ans avec une santé qui est maintenue. C'est seulement, je vais dire, sur la fin que ça décline. Et donc, là, voilà, il y a un moment donné où la machine s'use, mais on sait qu'il y a de plus en plus de progrès au niveau scientifique qui vont vraiment permettre de garder cette qualité de vie le plus longtemps possible. Et je pense que ça, c'est vraiment un challenge, que parfois, il y a des gens qui disent, oui, je profiterai à ma pension, et puis à la pension, ils commencent à choper plein de maladies, ou à la limite, ils ne vivent pas plus longtemps, etc. Donc, voilà, c'est intéressant d'avoir cette approche. J'ai aussi rajouté médecine holistique, parce que, voilà, on le voyait hier dans le documentaire, il existe aussi des approches moins traditionnelles, mais qui ont aussi des bons résultats, comme par exemple des traitements avec des ultrasons ou de l'EFT, où on fait du tapotement en répétant voilà, certaines choses. Voilà, l'harmonisation globale, il y a plusieurs choses qui sont vraiment utiles. Et moi, j'aime dire que quand on a un objectif, que ce soit de performance, si on est chef d'entreprise, si on est athlète, ou de résolution de problèmes, si on est malade, c'est de voir ça un peu comme un projet. Et voilà, et quelque part, ce projet, c'est comme un puzzle où on combine différentes pièces. Alors, parfois, les puzzles sont simples, on trouve directement la solution, c'est directement ce qu'on veut faire pour atteindre l'objectif, ça se passe bien. Et parfois, c'est un peu plus compliqué. Et quand c'est compliqué, c'est de dire, OK, mais quelles sont les pièces qui me manquent aujourd'hui, quelles sont celles que je peux aller chercher. Et de nouveau, c'est ce que j'adore au niveau du biohacking, c'est que je peux à la fois aller puiser, pourquoi pas, dans l'Ayurveda, et en même temps dans le scientifique technologique. Et donc, voilà, c'est vraiment riche à ce niveau-là. Un autre exemple que je voulais donner d'entreprise scientifique qui, pour moi, représente l'avenir, c'est justement des entreprises qui vont vers l'analyse personnalisée. Okay, parce que, voilà, faire des analyses scientifiques où on fait des moyennes de population, les résultats ne sont valables que si vous êtes dans la moyenne. Et en général, la moyenne, comme je l'expliquais, la moyenne de la population, elle n'est pas nécessairement vraiment en top bonne santé. Et par exemple, il y a une entreprise comme Viome qui développe des tests, notamment voilà, tout ce qui est analyse du microbiote, c'est analyse sur les selles, mais aussi potentiellement analyse sanguine, analyse génétique, j'en parlerai un peu plus tard. Et puis après, tous ces résultats, en fait, ils vont les traiter avec de l'intelligence artificielle. Et puis, en fonction de ça, ils vont vraiment pouvoir créer des suppléments personnalisés en fonction de chacun pour justement se dire, tiens, en fonction de votre génétique, en fonction de vos styles de vie, voilà ce dont vous avez besoin pour vous éloigner des maladies ou vous en rapprocher. Et c'est vraiment la vision de Navin Jain, qui est le PDG de Viome. Mais c'est un multi-entrepreneur, un peu comme Elon Musk. Il a aussi un programme spatial, d'ailleurs, on en parle moins, mais c'est quelqu'un de très intéressant. Et lui, sa vision, c'est de se dire, dans 10 ans, être malade sera un choix. Parce qu'en fait, il existera les outils pour faire en sorte qu'en fonction de la génétique de chacun et son style de vie, on pourra vraiment soit s'éloigner, soit se rapprocher des maladies si on ne fait rien. C'est un peu toujours cette notion de hacker ou être hacké. Et puis, il y a aussi le style de vie. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est la nutrition, c'est la récupération, c'est un meilleur sommeil, c'est meilleure gestion du stress, meilleure connexion à la nature, meilleure relation avec les autres, puisque Pierre en avait parlé, les émotions, c'est super important aussi. Ici, je ne vais pas être dans le détail parce que j'ai voulu dans la conférence vous expliquer des choses dont on parle un peu moins, mais voilà, ça reste du classique. Et juste pour donner un exemple, je lisais qu'une étude a été réalisée un peu lorsqu'on faisait les changements d'heure. Vous savez, quand on dort 1 heure de moins, on a remarqué qu'en fait, il y avait 24% d'infarctus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont en déficit de sommeil que cette heure en moins, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et à l'inverse, quand on change les heures dans l'autre sens, quand on dort 1 heure en plus, il y a moins d'infarctus sur cette période-là. Donc, voilà, parfois, on sous-estime vraiment toute l'importance de toutes ces choses. Et au niveau de l'approche, alors moi, j'aime dire qu'en termes de biohacking, on va avoir retrouvé à la fois des principes, des stratégies, des outils. Et donc, par exemple, en termes de principes, il y en a quelques-uns que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, Laurent Zecchino, Coaching et Biohacking. Je peux en citer rapidement 2, 3. Le premier, c'est de dire que chaque fois qu'on a un projet, donc voilà, un objectif à atteindre ou un problème dont on veut s'éloigner, c'est de regarder, tiens, quelles sont les choses que je peux faire en plus ou que je dois commencer à faire que je ne fais pas encore, et en même temps, quelles sont celles que je devrais arrêter de faire ou faire moins. Et vraiment regarder sur ces 2 axes, ça va vraiment être super, super intéressant. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de la nutrition, c'est peut-être que j'aurais intérêt à prendre un peu de supplément magnésium, ça diminuerait peut-être les crampes que j'ai, c'est anti-stress, etc.
Et à côté de ça, peut-être que je bois un peu trop souvent d'alcool et donc je devrais pouvoir en boire un peu moins. Et avec des actions comme ça, sur les différents points, au final, ça va vraiment s'accumuler. Nous, on ne le remarque pas, et puis pouf, à un moment donné, c'est l'exponentiel et les résultats se font attendre. Et c'est vraiment cette attitude qu'on a dans le développement personnel et qu'on a aussi pour moi dans le biohacking. Ensuite, les stratégies, ça va être à la fois au niveau mental, on rejoint de nouveau la PNL notamment, mais ça peut être les stratégies de mise en place de nouvelles habitudes et ce genre de choses, stratégies d'entraînement, les programmes d'entraînement musculaire, enfin bref, tout ce qu'on peut avoir, et puis les outils. Voilà quelles sont les petites choses qui peuvent nous faire gagner du temps. Pierre a parlé du mind mapping, ça c'est vraiment, voilà, notamment. Ok, alors, suite. Donc, je vais parler de biohacking. Alors maintenant, quelles sont les règles d'or? Pour moi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir cette approche globale. Donc, c'est vraiment construire ce puzzle, arriver à avoir toutes les pièces possibles. La deuxième règle, c'est de personnaliser. Parce que là, clairement, ce qui est valable pour une personne n'est pas valable pour l'autre. Je vais donner quelques exemples plus pointus juste après. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir garder à l'esprit. Les personnes qui viennent avec des recettes toutes faites, qui vous dire c'est comme ça, en général, moi, j'ai tendance maintenant à m'en méfier. Je pense que c'est intéressant de s'inspirer, c'est intéressant de voir le raisonnement qu'il y a derrière, parce que parfois, le raisonnement tient la route. Et puis, c'est toujours intéressant de tester. Parce que des fois, voilà, il y a des choses imprévues. Et si récemment, je disais qu'il y avait une personne, par exemple, elle était intolérante aux concombres et aux tomates. Alors qu'on a tendance à dire que voilà, manger naturel et tout. Mais pour cette personne-là, ce n'était pas le cas. Donc, voilà ce qui est personnalisé. Hacker, c'est comme voilà, on en a parlé, c'est d'aller chercher les petites choses qui vont avoir l'impact important au niveau du style de vie, hein, comme voilà, les petits exercices qu'on a fait tout à l'heure, cohérence cardiaque, bien se tenir droit, etc. Et puis alors combiner. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, mais on peut encore aller plus loin. Par exemple, l'exercice, si on le fait dehors le matin et qu'on prend les 5 minutes de lumière naturelle, on ajoute quelque chose. Si on le fait en ayant les pieds au contact avec la terre, dans l'air par exemple, on va capter les ions négatifs du sol et on va avoir un effet anti-inflammatoire, antioxydant qui va être aussi intéressant. Donc voilà, c'est toujours voir comment on peut combiner ces petites choses. Et puis après, c'est de tester, parce que comme j'ai dit, ce qui est valable pour un n'est pas nécessairement valable pour l'autre. Et voilà, la théorie, elle ne vaut rien si elle n'est pas testée concrètement. Donc ça, c'est vraiment des principes super importants. Alors Laurent, oui. est-ce qu'il y aurait des constantes qu'on retrouverait chez toutes les personnes? Là, je pense que voilà, il y en a des sportifs qui doivent regarder la conférence. On a des personnes qui doivent chercher aussi à prendre soin d'elles. J'ai bien compris qu'il y a des choses qui sont personnalisables parce que chacun est différent, chacun a un environnement, sa chimie, sa façon de penser, de se comporter, etc. Mais est-ce qu'il y a des constantes qu'on peut retrouver chez la majorité des personnes ou est-ce que c'est vraiment à chaque fois du 100% individualisé? Non, donc c'est une bonne question. Donc il y a toujours des principes, voilà, je vais dire, qui restent quand même généraux, comme a priori, manger de la nourriture naturelle non transformée, c'est mieux que de manger de la transformée. Maintenant, manger de la transformée une fois de temps en temps, voilà, ça peut, c'est pas grave. Après, il y a les intolérances, les allergies qui dépendent des personnes. Mais voilà, pareil au niveau de l'entraînement, finalement, c'est la régularité qui va payer. Mais après, c'est la régularité d'un entraînement intelligent. Les personnes, par exemple, qui s'entraînent trop, qui augmentent le stress et qui n'ont pas l'équilibre avec la récupération, ça ne va pas aller. Donc voilà, par exemple, le principe de dire, tiens, je fais un stress, je récupère, puis j'augmente le stress, ça, c'est la compensation progressive. Ça, c'est un principe qui est valable. Après, il y a quand même toujours cet aspect de personnalisation. Et en tout cas, moi, voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Et je vais vous donner justement quelques exemples maintenant. Laurent, j'ai une question. Oui. Alors, il y a Samuel qui nous dit « Mon analyse sanguine me dit que j'ai trop d'albumine. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça peut me faire si je ne fais rien? Et comment diminuer ça grâce au biohacking ?» Ok. Alors là, je ne vais pas pouvoir répondre tout de suite parce que, bon, quelque part, voilà, ça c'est un paramètre, il faudra en voir d'autres. Et puis, moi, je ne suis pas médecin, donc là, c'est peut-être intéressant de voir ce que le médecin a dit. Après, je pourrais faire une petite recherche et voir un peu ce qu'on peut conseiller. Mais a priori, voilà, moi, j'aurais toujours tendance à faire déjà une analyse un peu plus
poussée de Samuel, de dire, ben voilà, en termes de mouvement, en termes de récupération, en termes de stress, en termes de nutrition, et puis voir un petit peu là-dedans ce qui peut, ce qui, entre guillemets, est cohérent ou pas, et voir un peu comment on peut améliorer, parce que parfois, voilà, il peut y avoir des causes. Mais là, sur cette question précise, là, malheureusement, je ne peux pas répondre. Et Ah, j'aurais une autre question aussi quant à la génétique, hein, quand il y a des personnes un petit peu qui sont en obésité ou en obésité morbide et que, alors il est dit, après je ne sais pas si le chiffre est exact, mais qu'il y aurait dans la cause de l'obésité 10% en génétique. Est-ce que justement avec le biohacking, est-ce qu'il y a moyen un petit peu de faire baisser ce pourcentage et d'accompagner les personnes qui sont en obésité? Oui. Donc ça, effectivement, ça c'est allez, un des soucis de société qui est vraiment en croissance. Et dans certains cas, c'est assez simple, le traitement de l'obésité, du surpoids. Dans d'autres, c'est compliqué. C'est vraiment ce que je vous expliquais. C'est là où c'est vraiment intéressant d'avoir cet esprit ouvert et de tester. Mais globalement, à chaque fois, on va regarder l'ensemble. Donc il y a d'abord la nutrition, ça c'est une chose. Et moi, j'aime bien commencer là à avoir une analyse un peu poussée, notamment regarder les calories et puis regarder dans les calories comment elles se répartissent entre les protéines, les glucides, les lipides. Et puis, parce que bon, voilà, si quelqu'un, quelque part, consomme, et je caricature pour simplifier ici, mais 2 fois plus de calories que ce qu'il n'en dépense au quotidien, ben forcément, il va prendre du poids. Donc là, c'est quand même intéressant de regarder. Maintenant, on a certaines personnes où il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc là, c'est intéressant, par exemple, de regarder, notamment au niveau du microbiote. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, en fait, qu'au niveau de la flore intestinale, parce qu'en fait, le corps humain, on est constitué beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines, en fait. Mais voilà, la flore intestinale, ça joue vraiment énormément sur l'absorption de certaines choses, la production de vitamines, enfin, d'hormones et tout ça. Et donc là, ça a été démontré sur des souris notamment. On avait des souris qui étaient tendance obèse et d'autres pas. Et alors, on a prélevé le microbiote des souris obèses, on l'a implanté chez les autres et elles sont devenues obèses et inversement. Donc, ça a vraiment été fait dans les deux sens. Après, vraiment, une génétique purement liée à l'obésité, ça, je suis moins convaincu. Après, voilà, il y a des choses qui doivent être adaptées en fonction de la génétique. Je vais y arriver. Mais voilà. Après, il y a aussi ce qui peut être hormonal, il y a parfois ce qui est émotionnel. Enfin, voilà, il y a parfois, voilà, il y a des choses à aller creuser et on peut alors avoir une approche où on peut combiner de l'hypnose, par exemple, ou d'autres techniques. Mais bon, voilà, globalement, c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu, comme déjà, un peu ce rapport calorique et voir s'il y a du mouvement ou pas. Parce que voilà, si les personnes sont sédentaires, enfin, voilà, il y a toute ouais. une série de choses. Alors Laurent, tu sais que jamais 203, juste j'en profite, parce que tu parlais justement de je ne suis pas médecin, et il y avait la question par rapport aux analyses sanguines qui est ressortie. Quel est justement le champ d'application du biohacker? Toi, concrètement, quel est ton champ d'action? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui n'est pas de ton ressort? Oui. Alors écoute, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir cette vision globale et d'accompagner les différentes personnes en fonction, donc soit en donnant des conseils ou clairement en les accompagnant au niveau du coaching. Donc moi, ce que je peux faire, c'est ce qui est coaching de vie, programmation neurolinguistique. Je fais aussi programmation sportive. Et donc, comme c'est vraiment ma passion et que voilà, j'ai aussi les arts martiaux, j'ai fait du yoga, enfin, voilà, du fitness personnalisé, différentes choses. Et j'aime construire au fur et à mesure, parce que c'est comme vous, j'aime apprendre et combiner. Par contre, voilà, effectivement, je ne suis pas médecin et donc là, j'ai tendance à, enfin, je renvoie vers des médecins compétents qui ont cette vision globale. Ça, c'est souvent, enfin, c'est toujours le conseil que je donne. Après, il y a certains types d'analyses qui peuvent être faites par monsieur et madame tout le monde. Je vous parlais tantôt de Vayom, des tests sur le microbiote. Je pense pas que ce soit déjà disponible en Europe, en tout cas dans tous les pays d'Europe, mais aux États-Unis, monsieur et madame tout le monde peut commander son test, faire le test, et puis c'est la société qui renvoie les résultats. Donc, on est en train d'évoluer quand même vers ce genre de choses. Maintenant, moi, je trouve que c'est quand même toujours intéressant de garder un avis médical, pour autant que alors là, je mets un peu un pied dans le plat, mais j'assume que le médecin ait une vue globale. Parce que médecine, où on va chez le médecin, on dit, ah, t'as mal à la tête, prends tel médoc et tu repars. Ben voilà, moi, j'y crois pas. Je pense que je ne vais pas généraliser, donc dans certains cas, ça peut être utile, mais je pense que, enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas dans cette philosophie-là. C'est plutôt l'idée de voir un peu d'où vient la cause, comment on traite la cause, etc., d'avoir une approche beaucoup plus globale. Voilà. Après, comme je disais, le biohacking, pour moi, sa richesse, c'est vraiment de ne pas être dogmatique.
On peut aller chercher, et à chacun finalement de créer son biohacking, on peut aller s'inspirer de différentes choses. Et il y a cet aspect de recherche, de chercheur, quand le problème est un peu plus complexe. Et là, on peut aller tester et s'inspirer de différentes choses, voir différents principes, différents concepts. C'est toujours plus riche quand on va combiner des choses qui a priori sont opposées que de se dire justement d'être dans « Ah non, mais moi je fais ça, donc l'autre c'est pas bon ». Non, parce que voilà, souvent c'est intéressant de voir. Alors, je continue dans la personnalisation parce que là, il va y avoir quelques infos à mon avis intéressantes et puis ça répondra peut-être à différentes questions. Donc, je vais vous parler de génétique. Et donc là, il existe différentes entreprises, comme par exemple DNAfit, qui permet de faire des analyses génétiques. Donc, on commande un petit kit, on le reçoit à la maison, on se fait un petit prélèvement au niveau de la bouche, des cellules buccales, on renvoie le tout, puis une analyse qui est faite sur différents marqueurs, à la fois au niveau de la nutrition et au niveau de l'entraînement sportif, en fonction de ce qu'on choisit. Pourquoi? Parce que on a tous des gènes qui vont être responsables de certaines, codés pour des protéines qui vont être responsables de certaines fonctions, mais on n'a pas tous exactement la même composition du gène. Okay, un gène, c'est comme si c'était un mot, mais on n'a pas tous nécessairement les mêmes lettres. Et dans certains mots, il y a des variations qui existent au niveau de la population. Et donc, ça permet de définir, par exemple, voilà, au niveau de l'alimentation, c'est mieux d'avoir une alimentation de type méditerranéen, plutôt une basse en glucides ou plutôt une basse en graisse. Donc, en fonction de la génétique, on peut avoir des indications. On peut avoir des indications sur la sensibilité aux glucides. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, peut-être elles peuvent manger du sucre, ça ne leur fait pas grand-chose, et d'autres, hop, directement, la glycémie va monter, puis va redescendre, et donc c'est ces variations qui ne vont pas être bonnes. Donc, si on se dit, tiens, moi j'ai une sensibilité plus importante de par ma génétique, du coup, ça va être intéressant, ça va être plus important pour moi, peut-être dans mon style de vie, de faire beaucoup plus attention à ça. Tandis que quelqu'un d'autre qui aura une sensibilité plus faible, lui, il pourra faire des écarts, donc ce n'est pas là où il devra mettre son attention. Donc, de nouveau, on est dans la personnalisation. Idem ici, par exemple, avec la sensibilité aux graisses saturées, intolérance au lactose, même si ça, en général, quand on est intolérant, on s'en rend compte assez facilement, puisque là, on a vraiment des perturbations au niveau intestinal. Prédisposition à la maladie cœliaque, c'est comme je disais, on peut être prédisposé, puis après, c'est en fonction de son style de vie, de ce qu'on mange, notamment, etc., qu'on va se rapprocher de la maladie ou pas. Donc, ça peut être intéressant de le savoir. Sensibilité à l'alcool. On parle souvent des Asiatiques là, dont il manque, je crois que c'est l'enzyme, l'alcool déshydrogénase. Et donc, du coup, ils sont sous plus rapidement. Voilà. On n'est pas tous égaux non plus. Il y en a qui ont une sensibilité normale, d'autres une sensibilité augmentée. Idem avec la caféine, avec le sel. Et puis, au niveau des antioxydants, certains vont avoir des besoins augmentés. Donc là, ces personnes-là auront plus intérêt à prendre peut-être des suppléments. Idem avec les oméga 3, qui sont une forme de graisse qu'on retrouve notamment dans les petits poissons gras, dans l'huile d'olive. Idem vitamine B, vitamine D, on en a tous besoin et en général la population est en déficit, mais voilà, certains en ont besoin plus que d'autres, peut-être parce qu'ils l'absorbent moins bien. En crucifères, donc ça va être tout ce qui est tous les choux et les choux de Bruxelles, les brocolis, etc. Et puis alors, par exemple, voilà aussi au niveau de notre capacité à détoxifier, au niveau du foie, de nouveau, on n'est pas tous équivalents. Donc, celui qui a une capacité un peu plus faible, il aura intérêt à faire attention, peut-être consommer moins d'alcool, moins de médicaments et peut-être à faire des cures de détoxification un peu plus fréquemment. Et au niveau sportif, ça va être pareil. On va voir ici, par exemple, si la personne a un profil plutôt puissance, donc travaille avec des charges, ou plutôt endurance. Ici, on a quelqu'un qui est plutôt équilibré, mais ça peut être, voilà, on peut avoir une différence. On va avoir aussi la capacité de la VO2 max, donc là, qui va aussi varier en fonction de la génétique. Alors évidemment, ici, on parle de génétique, et alors il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est plutôt le style de vie, justement, c'est de dire, OK, la génétique, on a les gènes, ils sont fixes. L'épigénétique, c'est comment est-ce qu'on les allume, comment est-ce qu'on les éteint. Et forcément, quelqu'un qui va s'entraîner, qui va avoir un programme adapté, il va toujours pouvoir améliorer ses capacités, mais il y aura quand même toujours une limite génétique. Et donc, ça peut être intéressant de le savoir. De même que le risque de blessure et la vitesse de récupération. Donc voilà, quelqu'un qui va avoir un risque de blessure plus élevé et qui est athlète de haut niveau, ça va être intéressant d'adapter son entraînement. Peut-être que lui devra s'échauffer plus, peut-être avoir des techniques de récupération plus adaptées, comme de la cryothérapie ou ce genre de choses. Pour lui, ça sera prioritaire
comparativement à quelqu'un qui sera plus bas. Et pareil, au niveau de la vitesse de récupération, hein, c'est quelque chose qui va s'adapter en fonction de l'environnement, mais il y a quand même une limite qui vient de la génétique, et donc certains vont récupérer très rapidement et vont pouvoir avoir des volumes d'entraînement et de compétition très importants, et d'autres un peu moins. Donc voilà, la génétique, en tout cas pour les athlètes, voilà, c'est quelque chose les analyses génétiques, ça peut être voilà, très intéressant. Là, je pense qu'on est de l'ordre de 200 à 300 € pour réaliser ce genre de test. Donc, ça reste quand même, je vais dire, accessible. Et donc, voilà, ça donne déjà certaines indications. Et du coup, pour avoir ce test-là, il suffit d'aller sur le site, on le commande et il n'y a pas besoin de prescription médicale ou quoi que ce soit. Non, voilà, non. Ok. Voilà, c'est vraiment sur le site. Donc, il y a vraiment toute une série de choses qui sont dispo facilement. Après, comme je disais, c'est toujours intéressant d'avoir à un moment donné peut-être un avis médical, et voilà, Bien sûr. surtout si on est sous traitement médicamenteux et tout ça. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui sont en train de se développer. Et c'est ça que, voilà, quand on s'intéresse au biohacking, ben, on développe aussi ses connaissances scientifiques pour pouvoir un peu mieux comprendre les choses et pouvoir un peu les expliquer et reprendre finalement le contrôle de sa santé. Parce que Ok. finalement, déléguer sa santé à quelqu'un d'autre, ben, c'est toujours risqué parce que d'abord, dans n'importe quelle profession, il y en a qui sont plus ou moins compétents que d'autres. Et puis, ben, il faut bien dire aussi que dans la santé, aujourd'hui, c'est un gros business et donc ben, tout le monde n'est pas non plus bien intentionné par rapport à nous. Donc voilà, c'est intéressant de redevenir le Ouais. boss, le PDG de sa propre santé en s'y intéressant. Et surtout, bah, quelque part, voilà, c'est passionnant et quand on s'y met, c'est voilà, jour après jour, on apprend plein de choses. Ok. Et les résultats des tests, ils sont en anglais, ils sont en français, ils sont… Alors là, en anglais, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir s'il y a moyen d'avoir une version française. C'est peut-être ça, je ne peux pas comparer. Après, je sais qu'il y a différentes entreprises qui le font, donc il y en a peut-être qui le font en français. Ok, Voilà, merci. avec plaisir. Alors, le concept suivant, c'est le concept des chronotypes. Alors, je vous donnerai le lien pour la présentation, parce qu'en plus, elle est sur Prezi, donc elle est dispo pour tout le monde, mais comme ça, vous aurez aussi notamment ici le lien. Et sur le lien, vous pourrez avoir le fichier en taille un peu plus grande, un peu plus lisible. Mais quel est le concept finalement derrière ces chronotypes? Donc, pareil, on a ce que j'appelle le rythme circadien. Donc, c'est-à-dire qu'en matinée, on va avoir certaines hormones comme le cortisol qui vont être plus importants pour nous donner l'énergie pour nous lever et être actifs en journée. Et puis le soir, on va avoir d'autres hormones comme la DHEA, la mélatonine, etc., qui vont plutôt nous relaxer. Et donc, ce rythme circadien, il est aussi géré par un gène. Et dans la population, en fait, il existe 4 formes de ce gène. Et donc, Michael Breus, qui est un médecin américain spécialisé du sommeil, il a défini les chronotypes en leur donnant le nom d'un animal. Et donc, on a le chronotype de l'ours, qui lui correspond à 50% de la population environ. Et là, c'est les journées classiques de notre mode de vie, donc j'ai envie de dire 8-17, 8-18 dans ces eaux-là. Et puis, on va avoir les lions qui font 10 et 20% de la population. Eux, ils vont être décalés vers le début de la journée. Donc, c'est les lève-tôt, en fait. C'est les gens qui vont se lever peut-être à 6 heures, à 7 heures. Directement, ils sont en pleine forme. Et donc, ils vont être actifs beaucoup plus tôt. Donc, c'est des gens pour qui, par exemple, le Miracle Morning, ça va être vraiment génial. Mais par contre, vers 9 heures, 10 heures, là, voilà, ils commencent à fatiguer. Puis, on a les loups. Donc, ça, c'est l'inverse. Donc, eux, c'est plutôt un peu les lève-tard et ils couchent tard. C'est aussi entre 15 et 20% de la population. Les ados sont souvent des loups, parce que dans l'âge adulte, le chronotype, en général, il ne change pas, même si, de nouveau, le style de vie peut affecter les choses. Donc, si on est en manque chronique de sommeil ou si on est sur les écrans en fin de journée, ça va un peu perturber les rythmes circadiens, mais bon, globalement, il y a quand même cette composition génétique. Et puis, il reste 10% de la population, ce qu'on appelle les dauphins. Ça, c'est un peu les insomniaques. Donc, malheureusement, il y a des gens qui, génétiquement, vont voilà, moins bien dormir. Mais alors, ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fonction du chronotype, on va pouvoir, dans la mesure du possible, adapter les activités, c'est-à-dire choisir le meilleur moment pour nous pour faire certaines activités. Quand on dit activités, ça va être avoir des réunions importantes où on va avoir le mental qui est super actif, des moments pour être plus créatif, des moments pour faire du sport, et encore en fonction du type de sport, les moments ne vont pas être les mêmes. Donc, une activité musculaire ou du yoga ou à la limite de l'endurance, ça ne va pas nécessairement être le meilleur moment. On se doute que faire une activité comme le yoga plus relaxante, ça va être mieux plutôt en fin de journée, alors que musculairement, ça va plutôt être peut-être en fin de matinée. Ou voilà.
Il y a même apparemment la prise de médicaments. Ça pourrait être intéressant de faire des comparaisons et de voir à quel moment ça peut être plus efficace. Ben voilà, il y a plein de choses. Il y a un point que j'aime vraiment partager aussi, un point d'attention pour les couples où un des membres est un lion et l'autre est le loup. Là, ça va vraiment être intéressant d'en prendre conscience parce que si vous devez avoir une discussion importante, par exemple, ben, le lion, il va se lever le matin, il est au taquet, il a directement l'esprit clair, il va avoir la discussion importante. Et si l'autre personne est un loup, quand elle se lève, elle a la tête dans le cul, si je puis le dire clairement. Et donc là, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer directement des tensions. Parce qu'il y en a un, ce n'est pas le bon moment. À l'inverse, si la discussion a lieu tard, ben, le loup, il est toujours en pleine forme. Mais le lion, il est à moitié en train de s'endormir, donc ça va déjà créer des tensions. Et donc, voilà, je connais un exemple de couple comme ça où les deux sont désappariés. Et quand ils ont fait les petits ajustements bénéfiques et nécessaires pour choisir le bon moment pour discuter, ben, ça a changé vraiment les choses. Donc, des fois, ça ne tient pas grand-chose, mais ça peut avoir des impacts vraiment intéressants. Et donc, ben, moi, voilà, depuis que j'ai un peu plus de liberté de la gestion de mon emploi du temps, je choisis vraiment le moment où je fais mes activités. Il y a des moments où je suis en pleine forme, plein créatif, et donc là, j'y vais à fond. Et puis, à d'autres moments, je sens que mon énergie est un peu plus basse, et bien là, je fais des activités qui sont moins exigeantes, comme peut-être répondre aux mails, ou, voilà, ou à la limite, c'est le moment où je scrolle un peu sur les réseaux, etc. Donc, voilà, ça peut être intéressant de tester voilà, quel est le meilleur moment pour faire différentes choses. Alors, ensuite, le neurotype. Alors, il y a plein de mots scientifiques, mais bon, voilà. Après, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez, mais voilà, je pense que c'est des concepts intéressants à partager. Alors, le concept du neurotype, c'est un concept qui a été développé par Christian Thibaudeau, qui est un coach canadien. Donc, lui, il a un site qui est dispo à la fois en français et en anglais. Et d'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement un petit PDF là sur les neurotypes. Je vous ai mis le lien ici. Alors, les neurotypes, c'est quoi? Ben là, on parle de neuromédiateurs. Donc, les neuromédiateurs, c'est par exemple la dopamine, l'adrénaline, noradrénaline, l'acétylcholine, le GABA, la sérotonine, etc. Et donc, on en a qui vont être de nouveau un peu excitants, stimulants, et d'autres plutôt relaxants. Et alors, comment ça se passe au niveau neurotransmetteur? Ben, on a un neurone ici, un neurone là, ils doivent communiquer, et donc, hop, il y a production du neurotransmetteur qui vient se fixer sur le récepteur de l'autre. Et puis, une fois que le message est transmis et passe au niveau de l'axone, le neuromédiateur est recyclé pour pouvoir recommencer. Et en fait, de nouveau, en termes de variation individuelle, on n'est pas tous égaux à la fois au niveau de la production, à la fois au niveau de l'affinité des récepteurs, ni du processus de recirculation. Et donc, la première conséquence, c'est quoi? Ben, c'est des caractères différents. Donc, on va retrouver des gens qui vont être plus compétitifs que d'autres. Certains vont être compétitifs au point même de vouloir gagner à tous les coups. D'autres, enfin voilà, il y a plein de critères qui sont marqués à ce niveau-là. Et donc, ben, par exemple, lui, Thibaudeau, il définit 5 neurotypes. Donc ici, j'ai pris 2 exemples, le 1A et le 3. Et alors, ce qui est marrant dans le PDF en question, c'est qu'il les associe aussi à des super-héros. Donc, par exemple, le type 1A, ça va être Thor, le guerrier. Donc là, estime de soi très poussée, résilience très forte, très agressif, esprit de compétition, il veut réussir à tout prix. Par contre, du coup, ben, au niveau adaptabilité, ça va être un peu moins évident. Agréabilité, patience, empathie, prudence, ça va être moins le cas. Donc, ça va être un fonceur. Donc, voilà, dans toute une série de cas, ça va être vraiment des avantages. Et quelqu'un qui va avoir un neurotype un peu différent, comme le 3, ben, par exemple ici, Spider-Man, le penseur, ben, lui va être moins haut en estime de soi, résilience, moins agressif, moins compétiteur. Mais par contre, il va être plus agréable, plus patient, plus empathique, plus prudent, plus ordonné. Donc, voilà, vous voyez que les neuromédiateurs, ça joue aussi sur les caractères. Et donc, ça, ben, quelque part, ça ne change pas. Maintenant, ce qui est super intéressant dans les concepts de Thibaudeau, là, qui a entraîné des athlètes olympiques, des professionnels américains et canadiens et tout ça, c'est qu'il y a aussi un lien entre les neurotypes, la nutrition et l'entraînement. C'est-à-dire qu'en fonction de votre neurotype, il va y avoir des régimes alimentaires qui vont être plus adaptés que d'autres et des types d'entraînement qui vont être plus adaptés que d'autres. Un exemple, ça va être notamment sur les sources énergétiques. Donc, certains neurotypes, par exemple, ils vont très, très bien fonctionner avec des régimes de type cétogène, où on élimine, où on réduit très, très fort les glucides et on est plutôt sur les graisses, alors que d'autres, ça va vraiment ne pas du tout leur convenir et ils vont plutôt avoir besoin de régimes plus riches en glucides.
Et puis d'autres, ça va plutôt être quelque chose d'un peu modéré. Et donc, de nouveau, c'est ce que je vous disais, hein, c'est intéressant de tester, d'expérimenter pour voir comment on se sent. Et c'est intéressant aussi de voir les effets à la fois au niveau du mental et du physique. Parce que parfois, un régime chez un type de personne peut avoir des bons effets au niveau physique, soit de prise de muscle ou perte de gras, par exemple. Mais par contre, au niveau du mental, ça va perturber la joie de vie, on va être plus stressé, plus irritable, etc. Donc, c'est vraiment un équilibre parfois subtil. Et c'est pareil au niveau des méthodes d'entraînement. On va avoir des neurotypes qui vont beaucoup mieux réagir avec des méthodes d'entraînement, avec des charges, par exemple, beaucoup plus explosives. Donc, c'est vraiment très rapide sur les mouvements. Et puis d'autres, par exemple, ça va être des mouvements plus lents, plus contrôlés, où on va travailler plus ce qu'on appelle le temps sous tension. Donc, par exemple, voilà, je ralentis le mouvement. Si je veux travailler mon biceps, je freine la descente, je freine la remontée. Le temps sous tension est plus grand. Et donc, ben, voilà, certains neurotypes, comme le 3, va mieux réagir là-dessus, alors que le 1A, ben, lui, à la limite, il va plutôt faire vraiment travailler de l'explosif. Donc, voilà, c'est intéressant de tester ça. Maintenant, sur le site, la T-Barmy, il existe un questionnaire en ligne qui voilà, permet de définir un peu quel est le neurotype. Alors moi, je l'ai utilisé avec différentes personnes. Pour certains, je suis vraiment tombé juste. Ça m'a vraiment permis d'affiner l'entraînement, d'avoir de meilleurs résultats. Pour d'autres, ce n'était pas nécessairement le cas. Et notamment, par exemple, dans mon cas, les conclusions du test n'étaient pas en accord avec mes tests génétiques et mes analyses sanguines. Donc, vous voyez, parfois, et donc, mais Christian le dit lui-même, hein, un test, évidemment, ce n'est pas fiable à 100%, parce qu'on ne sait pas mesurer ça, les neurotypes, ça varie beaucoup trop vite, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Donc, le mieux, c'est de poser un questionnaire sur le caractère. Mais les tests de personnalité, il y a toujours un biais qui dépend de l'état dans lequel on est quand on le fait. C'est-à-dire que si on remplit le test, qu'on n'est pas dans une bonne énergie, ben, ça ne va pas donner exactement le même résultat que si on est en pleine forme. Et donc, ben, moi, voilà, peut-être que je n'ai pas fait le test à un bon moment, mais voilà, j'y ai quand même trouvé des astuces intéressantes et j'ai combiné. Et puis, comme je vous le dis, hein, c'est l'histoire du puzzle. Moi, aujourd'hui, ben, j'ai mes analyses génétiques, j'ai mes analyses sanguines, je fais mes tests d'entraînement, donc je sais ce qui marche mieux pour moi. Et voilà, et à un moment donné, c'est comment on adapte un peu tous les curseurs pour trouver le bon équilibre. Après, ben voilà, évidemment, tout le monde n'est pas intéressé par avoir un programme d'entraînement super affiné. Mais au niveau de la nutrition, ben, ça explique voilà, que certains régimes, effectivement, vont bien marcher avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. Donc, de nouveau, celui qui vient et qui dit ce régime-là, c'est le meilleur, ben non, testez-le et puis voyez. Et si ça marche pour vous, ben tant mieux, là, vous savez que ça marche, mais peut-être que pour votre conjoint ou vos enfants, ça ne va pas du tout être le même. Donc voilà, concept très, très intéressant. Et quand on veut aller plus loin dans l'amélioration des performances des athlètes, notamment, c'est intéressant à creuser. Et voilà, Christian publie énormément d'articles déjà gratuits. Et puis, il a pas mal de programmes. Voilà, c'est un coach qui est vraiment reconnu dans le domaine. Et alors, dernier point, avant de clôturer la présentation, pour vous, mesdames, c'est le cycle menstruel. Parce que là aussi, actuellement, il y a pas mal de mésinformations. Alors ici, je vais résumer le cycle sur un aspect purement biologique, donc pardonnez-moi, n'y voyez pas de misogynie ou de machisme. Voilà, j'essaye vraiment de simplifier le cycle, mais finalement, quel est le but d'une femme qui est réglée, du point de vue biologique? Ben, c'est de tomber enceinte pour perpétuer l'espèce. Donc, c'est de se dire qu'au niveau du 14e jour, quand il y a ovulation, ben, en fait, il y a égale. Okay, et donc, ça, c'est le but. Et donc, pour assurer tout ça, ben, vous voyez qu'il y a les hormones varient différemment au niveau du cycle. Et donc, notamment, les œstrogènes, on va avoir un pic au niveau du 14e et puis un pic un peu vers la fin du cycle. Et la progestérone, elle va plutôt avoir un pic sur la fin. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après la fin des règles, l'idée pour la femme, ça va être de gagner en énergie, d'être plus énergétique, et notamment pour avoir la fécondation. Hein. Et notamment, quand on se rapproche du 14e jour, souvent, par exemple, il y a plus d'envie de contacts sociaux. On a quand même plus de chances de tomber enceinte si on fréquente des gens que si on reste chez soi. Et puis après, qu'il y a eu ou pas fécondation, là, en fait, l'énergie va diminuer, soit pour permettre la nidification et que la grossesse se passe bien, ou soit pour que le cycle recommence. Et donc là, en fonction du cycle, on va pouvoir le définir en 4 phases finalement. On a la phase des règles, la phase préovulatoire, l'ovulation, et puis alors la phase post-ovulation, qui est encore parfois divisée en 2 phases. Mais bon, disons 4 pour faire simple.
Et là, ça peut être intéressant aussi d'adapter ses activités, puisque comme je le disais, en fonction des hormones, il y a des moments où on va être plus créatif, on va avoir plus d'énergie, on va avoir envie d'avoir des contacts sociaux, et puis d'autres, on aura moins envie de contact, on a plutôt envie de repli sur soi, un peu peut-être de réfléchir un peu à sa vie, etc. Donc ça peut être intéressant au niveau de choisir le bon moment dans la mesure du possible. Et puis, ça va être intéressant aussi potentiellement d'adapter sa nutrition, parce qu'en fonction des moments du cycle, on n'a pas les mêmes besoins. Pendant la période des règles, là, on a peut-être besoin justement d'un peu plus de fer, d'un peu plus de zinc, ce genre de choses. Pendant la phase d'énergie, là, on peut consommer un peu plus de nourriture énergétique, mais la nourriture qui va être vibrante, voilà, des légumes, des salades, plein de choses un peu sympas. Et puis sur la fin, où on a plutôt besoin là de se réconforter, là, ça va être intéressant justement peut-être d'avoir moins de consommation, moins riche en énergie, parce que sinon, c'est là où on va stocker. Et en même temps, c'est peut-être plus voilà, des soupes ou ce genre de choses pour, voilà, pour mieux récupérer. Donc, ça peut être intéressant. Il y a pas mal de livres sur le sujet avec des plans de régime plus détaillés. Moi, j'ai quelques exemples que j'utilise dans mes coachings, mais ça peut être intéressant. Et de nouveau, au niveau de l'entraînement, pour mesdames, si vous êtes sportives, là aussi, ça va être intéressant, puisque dans les phases où l'énergie est maximale, là, vous pouvez avoir des sports un peu plus intensifs. Et puis, dans la phase où ça diminue, ça peut être intéressant de faire plus peut-être du cardiovasculaire un peu plus relax, ou du yoga, enfin, voilà, ou de la marche, de vraiment pouvoir adapter par rapport au cycle. Alors évidemment, mesdames, si vous êtes sous pilule, c'est plus tout à fait la même chose, il y a des variations, et donc ça, voilà, je ne suis pas non plus spécialiste à ce niveau-là, mais si ça vous intéresse, si ça vous parle, ça peut être intéressant pendant le cycle de noter un peu comment vous vous sentez et de voir si vous retrouvez cette idée d'avoir de l'énergie qui monte jusqu'à l'ovulation et puis qui diminue, et peut-être, pourquoi pas, faire quelques ajustements aussi par rapport à ça. Alors, si vous êtes ménopausé, là, effectivement, il n'y a plus ces variations, donc là, vous pouvez, entre guillemets, faire la même chose tout au long du cycle. Si vous êtes en pré-ménopause, là, ça risque d'être un peu le yo-yo. Donc là, voilà, ça peut être intéressant aussi d'être attentif à ces sensations et de se dire, là, le jour où j'ai de l'énergie, j'en profite et je fais peut-être un sport un peu plus intensif, ou je profite pour ranger la maison, ou enfin, je sais pas, faire ce que j'ai envie de faire. Et quand l'énergie est un peu moins basse, j'écoute mon corps et voilà, je fais un petit peu moins d'efforts, puisqu'en fonction aussi des variations hormonales, on a des variations au niveau des ligaments, etc. Donc, à certains moments, risque de blessures plus importantes. Enfin bon. Donc, voilà, ça peut vraiment être intéressant. Il y a pas mal de livres sur le sujet. Et de nouveau, il y a aussi un gros impact sur le style de vie, parce que parfois, il y a des femmes qui vivent mal leur cycle. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne une pilule, on dit, voilà, écoute, voilà, on ne sait rien y faire, ça ira mieux. Non, il existe aussi des exemples de femmes qui ont amélioré leur style de vie et qui ont vu des améliorations. Je sais par exemple que les œstrogènes, voilà, là, on sait qu'il y a une grosse production ici. À un moment donné, elles doivent être éliminées. Et si votre système d'élimination ne fonctionne pas bien, elles ne sont pas éliminées, donc elles s'accumulent. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment de votre cycle où vous devez en avoir moins, vous êtes censé en avoir moins, vous en avez plus. Donc, forcément, ça perturbe. Mais du coup, si vous prenez soin de vos systèmes d'élimination, le problème va être différent. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. C'est intéressant de réfléchir aussi un peu différemment au niveau du cycle. Maintenant, voilà, une femme n'est pas l'autre. Un cycle n'est pas nécessairement toujours l'autre non plus, mais de nouveau, voilà, en termes de biohacking, d'amélioration style de vie, il y a vraiment moyen d'améliorer tout ça. Laurent, Et tu est-ce disais, qu'il existe aussi des cycles pour les hommes? Enfin, Ah, d'autres types de cycles? ouais. Alors, écoute, c'est moins connu. En tout cas, moi, je ne connais pas. Je vais revenir parce que j'ai terminé la présentation. Mais je pense qu'il doit y en avoir, puisqu'on sait qu'on a notamment des influences avec la Lune. On sait qu'on dort moins bien parfois quand c'est pleine lune, ce genre de choses. Donc, il doit y avoir aussi des variations chez les hommes, mais en tout cas beaucoup moins marquées que chez les femmes. et tu disais, Laurent, que le système hormonal, il peut avoir un impact sur tout le système ligamentaire? Oui, oui, tout à fait. On sait par exemple, voilà, pendant la grossesse, forcément, là, c'est intéressant que le corps s'adapte et prenne un peu plus de place, mais c'est aussi le cas pendant le cycle. Et donc, voilà, il y a des moments où il y aurait, par exemple, pour les sportives intensives, il y a un risque de blessure plus important, et c'est probablement sur la fin du cycle où on veut plutôt récupérer. Après, comme je disais, un cycle n'est pas l'autre, parce que je sais que certaines femmes, vous avez les périodes de règles qui sont très douloureuses et il ne faut pas trop vous embêter.
Mais au niveau sportif, il y a des records du monde qui ont été obtenus pendant cette période-là. Donc, voilà, ça dépend vraiment des femmes. Il n'y a pas nécessairement de règles. Et puis, comme je disais, c'est toujours cette approche globale. Des fois, le mental peut faire aussi beaucoup de choses. Et peut-être qu'une sportive qui se prépare pour une compétition, ben, elle ne veut pas louper ce moment. Et finalement, son mental va être plus fort que ses hormones. Voilà, parce qu'effectivement, en tant que sportive, ben, on peut adapter l'entraînement. Et je sais que c'est l'équipe féminine de football américaine qui a gagné son Xème titre consécutif là, voilà, au niveau mondial. Ben, elle a dit qu'un des facteurs clés qui avait vraiment joué de leur succès, c'était d'avoir adapté leurs entraînements au niveau du cycle. Par contre, ben, évidemment, quand la compétition arrive, ça, il faut bien faire avec. On sait pas, ça ne tombe pas nécessairement au meilleur moment. Mais voilà. Mais par contre, adapter l'entraînement, ça peut vraiment être intéressant. Ok, merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a plein de sujets qui ont été abordés. Merci beaucoup, Laurent. C'était vraiment passionnant. Il y a plein de sujets, je pense, qui pourraient encore être creusés et plein de parallèles à faire avec plein d'approches. En tout cas, merci pour ce beau partage et d'avoir rendu ça aussi accessible que possible. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment de mettre ça dans le chat ou si vous souhaitez ouvrir le micro. Je vois que voilà, si on s'organise bien, ça devrait être possible aussi. En tout cas, super intéressant de voir que tout est une question de standard aussi. C'est quels sont les standards que tu mets en place et pour définir la vie que tu veux, la santé, ton mindset, les comportements que tu vas mettre en place. Et je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as dit au tout début, enfin tout le reste bien sûr aussi, mais ce que tu as dit au tout début sur le fait des signaux, en fait, que tout est signal et que ces signaux peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre en fonction de nos propres filtres, en fonction de notre environnement, de notre état d'esprit, de l'objectif qu'on s'est fixé, de notre passé aussi, de tout un tas de choses. Enfin, en tout cas, c'est vraiment super passionnant de voir que ouais, il y a une infinie de possibilités en fait et qu'il n'y a pas de standard, que chacun est différent et en fonction de ça, voilà, il y a toujours chaussure à son pied et biohacker à son pied. Voilà. Et par exemple, donc si je veux, admettons, faire un coaching avec toi, donc est-ce que tu peux me dire un petit peu quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu vas me faire passer pour atteindre mes objectifs? Oui. Ben, la première étape, ça va vraiment voilà, de creuser un peu l'objectif, ce qui te motive, c'est un peu les étapes de coaching classique. Ensuite, ça va être faire un peu un état des lieux, si je puis dire, ben, à la fois au niveau de ton mental, comment tu te sens, quel est ton mode de pensée, ben, voilà. La nutrition, ça d'office, la récupération, la gestion du stress et puis le mouvement pour voir en fonction ben, de tes objectifs, de tes contraintes et de ton style de vie, ce qu'on peut faire. Parce qu'une maman qui a des jeunes enfants qui travaillent, forcément, elle n'a pas les mêmes facilités qu'un homme qui vit seul et qui ne travaille pas. Donc, voilà, à un moment donné, il y a, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a l'état où on est, l'état plus ou moins idéal, j'ai envie de dire, parce que finalement, l'idéal n'existe pas vraiment. Et après, c'est de dire ben, comment est-ce qu'on peut s'en rapprocher. Parce que potentiellement, les contraintes font que l'idéal, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est de dire après, ben, comment est-ce qu'on adapte le programme pour le rendre voilà, pragmatique et qui correspond à la personne et pour la faire vraiment évoluer progressivement. Parce que la progressivité, c'est vraiment aussi une note importante. Et puis après, il y a des suivis réguliers pour voir voilà, ce qui marche bien, ce qui ne marche pas. Et puis en fonction, on adapte, on se dit, bah, écoute, oui, ça ne marche pas, donc voilà, ce n'est pas pour toi. Et c'est vrai que, comme je disais, dans certains cas, on a vraiment des résultats très, très rapides. Et puis dans d'autres, c'est un peu plus complexe et on l'a mentionné, notamment la gestion du poids. Parfois, il faut pouvoir creuser. Mais donc ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Donc, du coup, tu donnes une feuille de route sur différents angles, en fait. Oui, c'est Et ça. Oui, oui. après, à chaque séance, tu fais des ajustements, vous faites le bilan et vous refaites des ajustements pour que la personne, elle avance en fait dans son objectif. Exactement, exactement. Et du coup, il y a une moyenne. Alors, je sais combien, quand on accompagne les gens, on ne peut pas dire le nombre de séances qu'il faut, mais de par ton expérience, en général, on peut compter combien de séances pour… Bah, effectivement, j'ai du mal à répondre parce que en coaching, tous les formats sont possibles. Et moi, c'est un peu mon mantra, tout est possible. Et c'est dire, et donc parfois, ça peut être une journée intensive. Moi, j'aime proposer parfois ça où on passe un peu en vue tout, et puis les personnes vont être autonomes
et elles vont suffisamment acquérir, je vais dire, de connaissances ou avoir de prise de conscience pendant la journée pour pouvoir continuer. Et puis, dans certains cas, d'autres vont vouloir un accompagnement un peu plus sur le long terme. Ouais. Avec les différentes choses que je peux offrir, on peut travailler sur le long terme. Après, c'est aussi de voir un petit peu au niveau financier. Et c'est pour ça que j'aime bien proposer des services à la fois en ligne et en présentiel. D'accord. Ouais, ça allait être la question justement, est-ce qu'on peut justement faire des accompagnements en ligne Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, la majorité de mes clients, j'ai un suivi en ligne. Donc, c'est tout à fait faisable. Et puis après, ben là, on travaille aussi sur une formation qui soit, enfin, ou un programme qui soit automatisé. Donc ça, c'est vraiment aussi l'idée. Donc, voilà, on demandera aux personnes intéressées de nous dire un peu quels sont leurs besoins. Comme ça, on pourra vraiment avoir une formation qui répond au mieux aux besoins et pour le juste prix également. Donc, voilà. Mais globalement, voilà, tout est possible. Et c'est vrai que si je prends par exemple un athlète de haut niveau, ben là, ça peut être intéressant de le suivre sur plusieurs années ou de participer, de joindre un staff d'une équipe et d'amener différents points. Pareil, un dirigeant d'entreprise, ben on peut travailler avec le dirigeant, puis après, on peut amener aussi tous ces aspects au niveau du membre de son personnel, puisque réellement, le biohacking, pour moi, c'est gagner en vitalité, en agilité, en productivité. Donc, c'est finalement avoir de meilleurs résultats, mais en se sentant mieux, en étant plus épanoui, puisqu'on travaille, comme on l'a dit, sur toutes les sphères, à la fois le mental, l'émotionnel, le physique. On peut aller sur le spirituel. Enfin, voilà, c'est un peu sans fin. Oui, c'est super intéressant parce que du coup, oui, ça fait vraiment une prise en charge globale en fait. Voilà. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et on a Sophie qui nous demande quel budget pour les analyses DNA-FIT et le test des neurotypes. Est-ce que tu Alors, as une idée des tarifs? DNA-FIT, ça doit être entre 200 et 300 euros. Ça dépend un peu, je ne sais pas quelle est la devise, que parfois, en fonction des taux entre les devises, ça peut changer, mais globalement, on est dans ces eaux-là. Le test du neurotype, c'est un questionnaire en ligne, c'est 12 ou 13 euros. Donc ça, c'est vraiment, vraiment facile à faire. Après, voilà, il faut voir s'il est fiable à 100%, mais ça peut vraiment aider. Après, les analyses, médecine fonctionnelle, etc., là, ça va dépendre aussi en fonction de votre état, mais c'est vrai qu'on est vite à 400 euros. Ouais, ça va vite. Il faut s'en pousser, parce qu'il y a notamment prise de sang le matin et le soir, puisque c'est l'idée aussi de voir un petit peu comment varient les hormones. Est-ce que le matin, on a suffisamment d'hormones qui vont nous donner l'énergie, et le soir, est-ce qu'on n'en a pas trop, et est-ce qu'on a suffisamment de sels qui vont nous faire récupérer, parce que c'est toujours intéressant de travailler sur les deux. Donc voilà, le budget, après, voilà, on adapte en fonction de son budget. Et ce qui est chouette dans le biohacking, c'est qu'on a à la fois des choses gratuites et puis d'autres. Oui. Et donc, voilà. Donc, à un moment donné, ouais. On a une question aussi pour savoir si les accompagnements ils se font uniquement en individuel ou alors on peut proposer un accompagnement collectif. Alors bien sûr, peut-être pas sur les analyses très précises, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire en collectif? Oui, tout à fait. On pourrait effectivement avoir un programme d'accompagnement collectif où on travaille les différents principes et puis après, on affine avec l'individuel. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que dans des équipes sportives, je reviens là-dessus, ou même des entreprises, c'est le cas. Et si on parle de sport, moi, j'aime toujours citer Graham Henry, qui est un entraîneur emblématique des All Blacks et qui dit « de meilleures personnes font de meilleurs All Blacks ». Et lui, quand il a repris l'équipe, en fait, il a travaillé à la fois au niveau de la dynamique d'équipe, bien sûr, la culture, etc., qui est très, très marquante, très marquée au niveau des All Blacks, mais aussi chacun avait son plan de développement personnel, à la fois, je vais dire, spirituel, mais à la fois aussi relationnel, comment on interagit avec les autres et tout. Et donc, par exemple, les anciens avaient peut-être un rôle un peu plus de mentoring des plus jeunes, et les plus jeunes, ils devaient travailler les points d'amélioration. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi, vraiment est important, à la fois au niveau sportif et puis aussi au niveau de l'entreprise, parce que je pense qu'aujourd'hui, sur base de mon expérience ou des clients que j'accompagne, l'entreprise devrait jouer un rôle sociétal plus important qu'elle ne joue pas nécessairement. Alors, je ne veux pas généraliser parce qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y a certaines entreprises où l'humain reste important, mais il y en a d'autres, ce n'est pas encore le cas. Alors qu'en fait, notamment grâce au biohacking, il y a vraiment moyen de connecter ce bien-être avec cette performance, cette productivité. Il faut juste comprendre un peu comment fonctionne l'humain, bien comprendre que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et de voir comment on peut adapter. Et c'est là où on a vraiment la richesse, quand on met les différents profils ensemble, les différentes forces de chacun, où là, on a quelque chose de génial. Donc, oui, il y a vraiment, tout est vraiment possible par rapport à ça.
Du coup, donc, tu intègres les réponses des tests sur les neurotypes, par exemple, dans Oui, tes accompagnements. C'est ça? oui, Ouais. oui, tout à fait, ça peut, effectivement. Tout est, voilà, tout est possible, je dis, en fonction des besoins de chacun. Après, sinon, il y a des tests et erreurs à faire aussi. Et puis, des fois, on voit bien aussi ce que fait la personne. Tu vois, si elle se dit, ah, moi, le sucré, ça ne me dit pas, ou moi, le matin, impossible de manger salé, ben, ça donne parfois des indications. Et c'est là aussi de dire, ben, tiens, comment on ajuste par rapport à la personne, parce que imaginons, voilà, toi, tu veux absolument un petit déjeuner sucré, si je te fais manger du salé, des maquereaux le matin, ça ne va pas passer, tu vois. Donc, dire, ben, OK, dans le sucré, après, il y a sucré et sucré, tu vois. Donc, là, on peut un peu adapter le fait. Mais après, il y a des gens qui adorent, tu vois, manger du poisson le matin ou ce genre de choses. C'est les déjeuners américains, les saucisses et tout ça. Donc voilà, donc c'est ça aussi, c'est de rester réaliste par rapport à la personne, par rapport à ses objectifs, ses contraintes. Euh, donc voilà. Ouais. Donc, moralité, manger du maquereau trempé dans le café le matin, c'est bien ça. On pourrait faire un challenge macro pour voir par qui tient le coup. Moi, Moi, je serais plus saucisse quand même. que voilà. maquereau. Toi, tu es plus saucisse, c'est ça que tu dis. Ouais. Bon, chacun. D'Ivoire aussi, Laurent, est-ce que tu aurais une success stories peut-être à nous partager d'une personne que tu auras accompagnée, par exemple? Alors, bon, après, Un exemple de success stories, par exemple, de personnes que tu auras accompagnées, ça peut être de sportifs ou de ouais, personnes. c'est vrai que à un moment donné, j'ai travaillé avec un sportif professionnel là, qui faisait du MMA. Et ben lui, voilà, au niveau du neurotype, ben, ça tombait vraiment bien. Et donc là, ben, ça a vraiment permis de faire des petits ajustements qui lui ont permis d'avoir de meilleurs résultats. Et donc clairement, le retour était bon, même s'il est sans faire le neurotype, il avait déjà des bons résultats, mais on a pu aller un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est le cas. J'ai eu des très bons résultats aussi en perte de poids. Maintenant, aussi variable en fonction des personnes. Certains, vraiment très, très rapidement et en quelques semaines, très bons résultats. Et puis d'autres, bah, il faut chercher un peu plus. Maintenant, ce qui est toujours important, c'est que voilà, quand on n'a pas les résultats qu'on veut aussi vite qu'on veut, l'important, c'est de persévérer, Ouais. rester sur la lancée, parce que parfois, on arrête, on reprend les mauvaises habitudes. Et là, bah, forcément, là, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Mais voilà, il y a moyen d'adapter et puis toujours faire des recherches. Et c'est un peu sans fin aussi parce que, oui, vraiment, la nutrition, c'est vraiment le domaine le plus compliqué, je pense, parce que voilà, moi qui m'y intéresse, qui lit beaucoup, qui regarde pas mal de choses, on voit vraiment parfois tout et son contraire. Et donc, ça, c'est un peu plus. Voilà, ça demande d'être un peu affiné, mais bon, tout est possible. Bien. Bah, Si je écoute, peux parler de mon expérience, bon, ben, Laurent me suit, hein, c'est lui qui fait mon coaching justement. Et en 4 semaines déjà, enfin à peine 4 semaines, j'ai déjà vu la différence, hein, puisque en fait, tout le bilan qu'il m'a fait faire, je me suis rendu compte en fait que je mangeais pas du tout assez de protéines. Et du coup, le fait d'augmenter en fait mon taux de protéines, bah, j'ai déjà un meilleur confort intestinal et j'ai déjà perdu en poids et en centimètres, rien que sur ça. Bon, après, c'est sûr qu'à côté, je fais une gestion des émotions, ça c'est certain. Mais je veux dire, en peu de temps, il y a déjà des résultats qui sont vraiment encourageants. Donc, Oui, voilà, il y a vraiment à un moment donné un intérêt à mesurer les choses. Après, ça doit être momentané parce qu'il y a un moment où il faut pouvoir aussi s'en séparer et revenir dans le naturel. Mais quand on a commencé à mesurer, on calibre ses repas. Voilà, moi, je sais par exemple que quand je mange des macros, par exemple, ben, je dois manger 2 boîtes parce que c'est avec mes 2 boîtes que j'ai ma quantité. Donc, c'est parce que je les mesure à un moment donné, mais maintenant, je ne mesure pas tous les jours. Et ainsi de suite avec certaines choses. Donc, j'ai comme ça différents repas types. Et c'est intéressant. Et c'est vrai que parfois, on a des personnes, on se rend compte aussi qu'en fait, ben, c'est parce qu'elles ne mangent pas assez. Donc, parfois, il y a des excès à certains niveaux, et parfois, il manque de choses. Et les protéines, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Parce que voilà, les protéines, c'est important pour la musculature, c'est aussi important pour certains neuromédiateurs. Et donc, parfois, on a des personnes qui ont des petits coups de mou vers 4 heures, elles se disent, ouais, j'ai besoin d'énergie. En fait, ce n'est pas d'énergie dont elles auraient besoin, c'est des protéines. Parce que on se sent mal parce qu'on a le petit coup des neuromédiateurs. Donc, souvent, les protéines, voilà, c'est intéressant d'augmenter, même si ce n'est pas toujours évident d'en trouver en suffisance.
Parce que les sources principales, ça va être, il y a les œufs et le blanc d'œuf en principal, donc ça c'est bien. Mais après, il y a tout ce qui est viande et poisson. Donc, par exemple, pour les personnes qui ne mangent pas de viande, là, ça devient un peu plus compliqué. Et on en trouve évidemment au niveau végétal, mais un peu moins. Et les profils d'acides aminés ne sont pas exactement les mêmes. Donc, il y a un point d'attention pour les personnes qui ne veulent pas manger de viande. Mais bon, après, voilà, chacun voilà, son éthique, ses croyances. Et c'est vrai que quand on voit aussi les conditions d'élevage et ce genre de choses, ce serait mieux d'en manger moins. Mais bon, voilà, en même temps, c'est vraiment un équilibre à trouver. Okay. Alors, on a Guillaume qui nous pose une question. Guillaume demande, est-ce que dans le cadre d'accompagnement entreprise, voire même dans les pratiques managériales, il est envisageable d'intégrer certains aspects du biohacking pour sublimer les potentialités en fonction des caractéristiques biologiques intrinsèques de chacun? Écoute, c'est vraiment, moi, mon objectif, c'est ma vision. C'est quelque part une partie de ma mission. J'en suis persuadé. Je pense que c'est le chaînon manquant entre le respect de l'humain et quand même la productivité, parce que parfois, en entreprise, on parle de bien-être et ce genre de choses. C'est vrai que le bien-être, il doit être là, c'est un peu une conséquence. Mais si on veut jouer sur le bien-être, on va dans un centre thermal. Donc, il y a un moment donné, c'est quand même intéressant aussi de pouvoir productif, de contribuer au monde. Donc là, il faut aussi bien choisir son entreprise, son secteur d'activité. Mais pour moi, ce lien vraiment entre la santé, l'énergie, l'épanouissement, le bien-être et cette capacité de produire et d'être fier de ce qu'on produit, c'est vrai que pour moi, ça passe dans le biohacking et dans l'aspect de la personnalisation. Surtout dans le biohacking, comme je disais, on peut tout inclure, et notamment mind mapping et toutes les techniques que vous deux vous proposez au niveau d'INSEM, c'est le même principe, hein, c'est de se dire comment je peux gagner en efficacité tout en m'amusant et à la limite en faisant moins d'efforts. Donc oui, tout à fait. Ouais, c'est la technique de devenir fainéant mais intelligent. Exactement. Optimisation des ressources pour obtenir un maximum de résultats. Un minimum de ressources, maximum d'impact. Mais en tous les cas, super passionnant, Laurent. Franchement, je pense qu'il y aura encore plein de sujets sur lesquels on aimerait te questionner. Si vous avez des questions, en tout cas, sachez que voilà, cette conférence, elle sera disponible en replay, donc vous pourrez toujours les mettre sur la chaîne YouTube. Nous, dans ce cas-là, on reçoit une petite notification, on fera remonter directement à Laurent pour apporter voilà, des réponses complémentaires. En tout cas, un grand merci, Laurent. C'était vraiment super intéressant. Passionnant. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi des bases scientifiques, encore une fois, sur tout ce milieu qui peut être des fois intangible, on va dire, ou qui peut être abstrait pour certaines personnes qui ont besoin encore de ce mental. Voilà, là, je pense qu'on a des belles explications. Un grand merci. Pour tout le monde, on vous invite également, voilà, nous, on essaye de faire un maximum de conférences, de partager un tas de thématiques qui pourraient vous aider. Simplement, voilà, tout ce qu'on vous demande, si vous pouvez en parler autour de vous, mettre un petit pouce, un petit like, un petit partage sur la conférence là, qui sera disponible directement sur notre mur Facebook. Un petit s'abonner aussi pour rester alerte, bien sûr, de tout ce qui va se passer, parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui vont arriver. On vous garde la surprise. Mais voilà, en tout cas, si c'est un sujet qui vous a intéressé, ça en intéressera sûrement d'autres autour de vous. Ça peut apporter des solutions. Et des fois, vous savez que pour faire un changement, il suffit d'un claquement de doigts, un petit geste et ça peut faire une grosse différence. Donc voilà, en tous les cas, on vous remercie vraiment. On espère que vous avez passé une très belle soirée, une très belle rentrée chez INSEM. En tout cas, il y a plein de belles choses qui vont arriver aussi. C'est l'entrée, hein. On vous prépare de belles choses aussi pour la suite. Voilà, en tous les cas, on reste en contact. Laurent reste aussi disponible. Donc voilà, simplement faites-nous remonter les informations dont vous avez besoin. On vous dit un grand merci, on vous souhaite une très très belle soirée. Pour votre belle présence. Et on vous tiendra informé quand le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Allez, on vous embrasse et puis on vous dit à une prochaine fois. Merci. Bonne soirée tout le monde. À bientôt, au revoir. Au revoir.